Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour la deuxième journée de la Convention SIDAction 2021. Nous avons le plaisir de compter parmi nous des intervenantes et intervenants qui sont des personnalités engagées sur la question des violences de genre. Marie Véron, Leslie Porte, Marie Roland, Jean-Jacques Dissoquet. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour ma part, je m'appelle Maram Khan, je suis militante au sein de deux organisations LGBTQI+, au niveau européen, c'est-à-dire l'Euro Central Asian Lesbian Community, la communauté européenne et d'Asie centrale pour les droits des lesbiennes, et également au niveau de l'ILGA Europe. Et j'ai l'honneur d'animer cette session qui promet d'être intéressante et enrichissante. Je serai assistée tout au long de nos échanges par Cécile Chartrain, qui est la responsable des programmes minorités sexuelles et de genre à SIDAction. Nous sommes donc ensemble aujourd'hui de 17h15 à 18h45. Pour information, chacune des intervenantes et intervenants aura 15 minutes pour nous parler de leurs organisations, de leurs approches et de leurs stratégies de lutte. Par la suite, nous prendrons 5 minutes après chaque intervention pour les questions. Donc, à vos claviers pour mettre toutes vos questions dans l'onglet Interactivité sur la droite de votre écran. Vous allez me demander quel rapport entre les violences basées sur le genre et le VIH. Il se trouve que tout est lié. En octobre 2020, SIDAction a publié un livret consacré à la question que voici. Vous pouvez le retrouver sur le site, on vous mettra le lien sur la page. Du coup, la définition qu'on va retenir des violences basées sur le genre est juste celle-ci. Les violences basées sur le genre peuvent être définies comme tout acte nuisible, préjudiciable, perpétré contre la volonté d'une personne basée sur les différences socialement attribuées entre les genres. Elle peut également être employée pour faire référence aux actes dommageables commis en raison de l'identité de genre ou de l'orientation sexuelle des personnes. Et je pense que ce qui est très intéressant qu'on va voir cet après-midi, c'est la représentation qui est juste en page 15. Je vais essayer de zoomer un peu sur l'arbre. Que vous voyez juste là, donc ce qui est représenté aux racines, c'est les causes des violences basées sur le genre, notamment la vulnérabilité socio-économique, la violation des droits humains, les attitudes, croyances et normes qui peuvent encourager la discrimination basée sur le genre, et également le déséquilibre des pouvoirs. Tout cela mène au tronc qui représente les violences basées sur le genre. Les branches, chacune d'elles représente les différents types de violences basées sur le genre. Donc, une violence basée sur le genre peut être physique, peut être sexuelle, peut être de la traite des êtres humains, peut être aussi économique et sociale, et notamment peut également être psychologique. Les faits que vous voyez en orange correspondent aux conséquences, c'est-à-dire le rejet familial, la dépression, les douleurs chroniques, le stress post-traumatique, la grossesse non désirée, les dysfonctionnements sexuels et également le VIH et les autres IST. Pour ce qui est en jaune, c'est plutôt la température, le climat, donc les différents éléments contextuels influençant les violences. Donc, par exemple, le climat d'impunité, l'acceptation de la violence au sein de la communauté, la promiscuité et également les LGBT-phobies. Du coup, je vais commencer par vous, Jean-Jacques Dissoquet. Jean-Jacques, vous êtes juriste, vous êtes défenseur des droits humains et vous êtes également responsable du plaidoyer auprès de l'association LGBT Alternative Cameroun. Quels seraient vos retours sur cette question spécifique des violences de genre, notamment concernant les personnes LGBTQI+, au Cameroun? Alors, le Cameroun est un pays qui est situé en Afrique centrale. C'est un pays où les personnes LGBT rencontrent principalement des violences parce qu'ils vivent dans un climat homophobe
ils vivent dans un climat hostile et vulnérable. Cette vulnérabilité repose sur plusieurs défis, notamment des défis judiciaires, avec la présence des lois condamnant les relations sexuelles entre personnes de même sexe. Il s'agit là de l'article 347.1 du Code pénal, mais aussi de la loi sur la cybercriminalité et la cybersécurité de 2010 en son article 83. Par la suite, nous avons des défis politiques avec des discours de haine et des récupérations politiques. Au Cameroun, les dirigeants ont du mal à s'attaquer aux problèmes fondamentaux qui minent la société, notamment le chômage et autres. Alors, pour pouvoir distraire la population, ils mettent toujours en avant la question de l'homosexualité. En outre, nous avons des défis sanitaires, autant pour moi, avec des difficultés d'accès aux services sanitaires. Les personnes LGBT ont du mal à accéder aux soins, aux services de santé dans les formations sanitaires au Cameroun, parce que au sein de ces formations, on retrouve beaucoup de violences, on retrouve beaucoup de rejet, on retrouve beaucoup de discrimination. En outre, nous avons des défis religieux avec des prêches homophobes qui sont régulièrement l'œuvre des hommes d'église, des imams, des prêtres, des pasteurs qui condamnent l'homosexualité en faisant croire aux fidèles qu'il s'agit là d'une pratique satanique, d'une pratique qui est sanctionnée par l'Église et dont ces personnes devraient être rejetées. Et pour terminer, nous avons des défis traditionnels et culturels avec cette question de mœurs, comme quoi l'homosexualité n'est pas une pratique africaine. Mais on constate également qu'il y a beaucoup d'ignorance parce que la société ne sait pas ce que c'est que l'homosexualité. Et en outre, nous avons toujours cette question ou cette réflexion sur l'importation de l'homosexualité, comme quoi ce sont des Européens qui veulent nous imposer cette pratique. Alors, Diapo, parlant de l'évolution maintenant, nous allons orienter notre réflexion principalement sur 3 points. Le premier, c'est l'augmentation du nombre de violences. Parce que de 2017 en 2020, on constate quand même une certaine augmentation assez exponentielle du nombre de violences. C'est ainsi qu'Alternative Cameroun, en collaboration avec d'autres organisations, notamment Humanity First Cameroun, mais aussi la plateforme Unity, ont documenté en 2017 578 cas de violence, avec un indicateur doublé en 2018, soit 1134 cas. En 2019, une légère augmentation à 1380 cas. Et en 2020, vraiment, c'était l'apothéose avec 2031 cas. Alors, parmi ces violences figurent des violences physiques avec des bastonnades, des lynchages, des violences psychologiques avec des pressions, des insultes, des violences familiales et conjugales avec des rejets familiaux, des violences économiques avec des licenciements abusifs et des violences juridiques avec des refus d'assistance par les avocats devant les tribunaux. Parlant principalement de l'impact de la COVID-19, on remarque que en 2020, il y a une forte recrudescence des violences basées sur le genre en direction des populations clés, notamment les personnes LGBT. Et aussi, ceci s'explique bien sûr par le fait que voilà, avec le confinement, il y a eu plus de violences au sein des familles où on retrouvait en fait des personnes LGBT. Et aussi, des personnes transgenres n'ayant pas toujours des cartes nationales d'identité, lors des contrôles de police et autres, elles étaient régulièrement interpellées parce que on sait que lorsqu'on parle de crise sanitaire, on parle également de restriction des libertés et des droits des individus. Parlant des limites des réponses ici, on constate que il y a eu beaucoup de mascarades au niveau des tribunaux où les personnes LGBT emprisonnées ont vu leur peine se prolonger parce que le magistrat, le juge prenait toujours pour prétexte soit qu'il est en confinement, soit les tribunaux sont fermés, bien même quand les mesures barrières ont été flexiblement levées. Voilà. Alors, Diapo, parlant principalement des réponses, Alternative Cameroun, avec l'appui et la collaboration de son partenaire SIDAction, met sur pied plusieurs stratégies d'intervention.
notamment la prise en charge médicale à travers le plateau technique et le personnel paramédical, mais aussi médical d'Alternative Cameroun à travers son centre médical Access. Nous avons également la prise en charge psychologique avec la présence d'un psychologue au sein du centre médical Access. Nous avons la prise en charge sociale et juridique avec le shelter qu'a ouvert Alternative Cameroun, mais aussi la contractualisation avec un cabinet d'avocats où on bénéficie comme ça de l'assistance du soutien des avocats pour certains cas de VBG et aussi beaucoup plus sur l'orientation et le partenariat avec d'autres organisations qui nous permet de travailler en synergie pour certains cas de référencement. Alors, comme autre stratégie, nous avons la sensibilisation sur les droits et les stratégies d'évitement. À cet effet, nous verrons par la suite une photo que nous allons publier. Alors là, principalement, on retrouve deux plans. Le premier plan, c'est le plan de sécurité qui permet comme ça de sensibiliser les bénéficiaires sur les comportements à risque à éviter en société, mais aussi comment se comporter peut-être en cas d'interpellation, comment travailler son estime de soi, comment développer sa confiance en soi, etc. Nous avons également des sensibilisations qui se font à travers des affiches et des dépliants. Comme autre point, nous avons là la collecte des cas avec des fiches de dépistage que nous avons travaillé, développé et mis sur pied. Nous le verrons également à travers une autre photo. Et régulièrement, Alternative Cameroun, en collaboration avec d'autres organisations que nous avons citées précédemment, produisent des rapports annuels sur les cas de violence et violation des droits des minorités sexuelles et de genre, autrement dit des personnes LGBT. Comme dernier point, nous travaillons également sur des questions de sensibilisation et de plaidoyer à l'échelle nationale, régionale et internationale, c'est-à-dire au niveau de la Commission africaine des droits de l'homme et des libertés, où notre partenaire SIDAction nous accompagne régulièrement parce que Alternative Cameroun bénéficie d'un statut d'observateur auprès de la Commission africaine. Et en outre également, nos nombreuses participations et plaidoyers au niveau de l'examen périodique universel des Nations Unies. Alors, diapo, comme autre point, là nous pouvons directement voir une causerie éducative se tenant au centre Access d'Alternative Cameroun, où nous avons des bénéficiaires, mais aussi des pères éducateurs. À côté, nous avons une activité de capitalisation au sein de la communauté FSF. C'est une activité qui a été conduite par SIDAction. Et là, on pourrait remarquer qu'il s'agit d'un travail, d'une réflexion sur le plan de sécurité avec un thème comment se protéger, où on essaie de voir les lieux à fréquenter, le dress code, la prise de photos et certains comportements comme la discrétion et autres. Alors, quand j'ai dit ça, je vais par la suite vous présenter diapo, la fiche de dépistage de VBG, une activité qui se fait lors des activités de mobilisation. Et là, on peut remarquer qu'il y a certains éléments fondamentaux qu'on retrouve, notamment le code, parce qu'il faudrait pouvoir protéger l'identité du survivant ou du bénéficiaire. Nous avons la cible qu'il faudrait également identifier. Nous avons là certaines questions directives, notamment, as-tu récemment subi une violence, la description de la violence, l'auteur de la violence, la nature de la violence, et enfin les attentes du bénéficiaire. Diapo, comme perspective, pour Alternative Cameroun, nous avons 4 réflexions. La première réflexion est une stratégie en contexte de Covid-19. Où nous pensons qu'il faudrait amplifier la sensibilisation online en direction des personnes LGBT, mais aussi des acteurs clés, notamment les forces de maintien de l'ordre, les acteurs de la chaîne judiciaire, les prestataires sanitaires, les chefs de quartier, les leaders religieux, sur la prévention de la Covid au sein de la communauté, mais aussi dans un contexte de violence. En outre, nous avons le renforcement du RAIKIPI, qui est un réseau des acteurs clés d'intervention locale auprès des populations clés et vulnérables. Un réseau qui a été mis sur pied par Alternative Cameroun dans le but de valoriser la ressource locale et pouvoir comme ça gérer et prévenir les cas de VBG.
Par la suite, nous avons la mise en route d'une unité d'intervention mobile où il faudrait pouvoir se doter d'un véhicule et ceci permettrait de pouvoir intervenir promptement mais aussi efficacement pour des cas de VBG qui se déroulent sur le terrain. Et pour terminer là, nous allons bien sûr continuer avec des activités, des actions de plaidoyer pour la dépénalisation de l'homosexualité au Cameroun. Voilà, merci. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Du coup, oui, je comprends bien que vous pouvez quand même compter sur la société civile comme un allié. Et j'espère vraiment que le Cameroun sera bientôt, ben, comme le Gabon ou comme le Botswana, par rapport à la dépénalisation de l'homosexualité. Sur un tout autre territoire où la législation est quand même très, très différente de celle du Cameroun. Et pourtant, la situation des minorités sexuelles et de genre est tout autant préoccupante. On va parler de la Guyane avec Leslie Porte. Donc, Leslie, vous êtes présidente et fondatrice de l'Arbre Fromager, une structure qui assiste les femmes en difficulté, voire les femmes victimes de violences. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre structure et de comment vous agissez au quotidien contre les violences basées sur le genre? Oui, bonjour, merci beaucoup. Merci pour cette invitation pour pouvoir parler et de la Guyane et des femmes et de la situation des personnes vivant avec le VIH, mais surtout un focus sur les femmes victimes de violences. Je vais faire un partage d'écran en espérant que ça fonctionne. J'ai Je ne sais pas pourquoi c'est commencé au milieu. Je vais retourner, pardon. Est-ce que ça fait bon? Voilà. Ah, non. Et voilà. Voilà. Alors, très rapidement, pour vous donner le contexte général, pour que vous savez d'où je vous parle. Il y a des travaux qui commencent juste derrière moi. J'espère que vous allez bien m'entendre. Voilà, la Guyane qui se trouve en Amérique du Sud, avec les frontières avec Suriname, le Brésil, et on a beaucoup d'immigration qui viennent de ces deux pays, mais également d'ailleurs aussi, Haïti par exemple. C'est le département français qui est le plus touché par le VIH, avec encore une croissance qui est environ 10%. Et depuis 1990, on peut compter à peu près 4000 personnes qui ont consulté les centres hospitaliers qui ont été dépistés VIH. En 2020, il y avait 1750 personnes qui ont consulté et il faut quand même dire qu'à peu près 80% de ces personnes sont issues d'immigration. Un petit point que je voudrais juste ajouter, auquel j'y pense, c'est qu'en Guyane, c'est férié aujourd'hui. C'est la journée de commémoration de l'abolition de l'esclavage. Et je pense que cette journée on consacre beaucoup sur cette action de parler de discrimination, de violence de toutes sortes. Je pense que c'est intéressant que ça tombe aujourd'hui.
Donc, la situation pour les femmes vivant avec le VIH chez nous, beaucoup de risques car c'est une région qui a beaucoup de multipartenariats, de travail de sexe formel et informel, un manque assez culturel d'information et de communication sur tout ce qui est la sexualité. C'est toujours une maladie qui est bien stigmatisée, avec les difficultés d'accès aux droits d'information et de prise en charge, parce que, comme vous avez peut-être remarqué sur le premier slide, on a nos grandes villes, si je peux parler comme ça, Cayenne, Corot et Saint-Laurent, qui se trouvent sur le littoral, Saint-Georges, qui est beaucoup plus petite, qui se trouve avec la frontière avec le Brésil, et après ça, on a beaucoup de sites isolés, les bassins isolés, où on peut avoir accès que par les pirogues, les avions, et c'est difficile d'avoir accès à cette population pour les prises en charge et les informations. Beaucoup de précarité pour les personnes vivant avec le VIH, mais avec les personnes issues d'immigration, et beaucoup de situations de domination, de violence, et encore la non-négociation du port de préservatif. Donc, le contexte pour les femmes victimes de violences, nous n'avons pas en Guyane un observatoire, nous n'avons jamais eu des enquêtes spécifiques sur les violences conjugales, et donc c'est extrêmement difficile de vous donner les chiffres tels que je vous ai fait pour les personnes vivant avec le VIH, parce qu'on n'a pas une façon concertée de pouvoir le mesurer. Je vais quand même vous parler en plus que nous savons sur les femmes victimes de violences, l'emprise, l'isolement, le manque d'estime de soi, les difficultés de faire entendre, j'ai perdu mon slide, d'entendre, je vais aller jusqu'au bout, peut-être ça reviendrait. De se faire entendre. On a également les spécificités en Guyane qui font que c'est encore plus difficile pour les femmes victimes de violences d'avoir les informations et d'avoir une prise en charge. Difficulté pour se déplacer, très peu de transport en public. À l'intérieur de la Guyane, nous avons les barrages sur la route qui sont les gendarmes qui regardent les papiers de tout le monde qui passe ces barrages pour, surtout ce qui est dit, c'est que c'est pour limiter l'immigration, mais ça fait un barrage pour toute personne qui voudrait avoir accès aux villes pour pouvoir avoir un hébergement temporaire ou urgence, avoir accès aux administrations ou des associations qui n'existent pas dans le bassin. Il y a un isolement accru dans les villages des communes intérieures, comme je vous ai déjà dit pour les personnes vivant avec le VIH. La Guyane, c'est un grand village dans un sens, parce que tout est su. Donc, même si on habite dans Saint-Laurent, qui est à 250 km de Cayenne, donc il y a la famille qui habite à Cayenne, l'entourage des collègues, tout le monde va savoir les affaires de tout le monde, et que donc c'est très difficile de parler d'une situation et de le garder en confidentialité et de se déplacer sans que les gens vont pouvoir trouver la personne. La statut administrative, la précarité, la dépendance, et les freins culturels et également les problématiques linguistiques pour pouvoir aller déposer plainte, mais également pour pouvoir en parler. Par exemple, si on parle de la communauté chinoise chez nous, ou également la communauté amérindienne au Bushinengue, il y a un grand tabou autour de la violence conjugale qui fait que si on commence à en parler,
très souvent, on a besoin de quitter carrément le village et tourner le dos à tout ce qu'on a connu, la famille, l'entourage, et recommencer une vie très difficile. Il y a une inadéquation et insuffisance de professionnels dans beaucoup de bassins. Saint-Georges, par exemple, n'a pas d'assistance sociale de secteur, mais également, même les professionnels qui sont de partout en Guyane vraiment se sont pas légitimes pour pouvoir aborder la question des violences conjugales. Ils envoient toujours dans les associations plus expertes, de la même manière qu'ils font pour les personnes vivant avec le VIH. Par exemple, il y a Entraide à Cayenne. Les autres professionnels ne se sont pas très légitimes d'aborder la question et de faire la prise en charge de ces personnes. Et c'est la même chose pour les femmes victimes de violences. Donc également, de partout, il y a un très grand manque d'hébergement d'urgence et temporaire qui fait que les personnes sont obligées de venir à Cayenne, Kourou et Saint-Laurent. Si je parle spécifiquement de l'arbre fromager qui a vu le jour il y a 18 ans, c'est un drop-in center qui est un accueil de jour, les hébergements, et on travaille également avec les personnes qui sont au milieu carcéral. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir offrir une information, une prise en charge, un soutien à toute femme pour toute problématique. Donc, on travaille sur toutes les différentes problématiques, que ce soit santé, violence, difficultés dans les rôles de mère, une grande population en précarité chronique, et j'en passe. Et qu'on fait beaucoup de travail en individuel, mais également en collectif. Un grand travail sur l'estime de soi, l'insertion professionnelle et tout ce qui est empowerment de la personne. Pour vous donner une idée, on a été contacté par 1340 personnes l'année dernière, 550 qui ont reçu une prise en charge, un accompagnement dans le long terme, et 250 femmes victimes de violences qui ont été accompagnées par notre association. On a également beaucoup de travail qu'on fait en manifestation, en sensibilisation, que ce soit avec les partenaires ou le grand public. Et j'en parlerai après. On a une référente violence qui travaille sur le réseau sur tout le département. La prise en charge, je pense que j'ai déjà abordé, vous avez une slide là-dessus. Les salariés ont plusieurs compétences, les psychologues, les travailleurs sociaux. On travaille sur les téléphones graves danger avec nos partenaires juristes et beaucoup d'accès aux droits, accès aux soins et accompagnement. Donc, j'essaie d'aller vite parce que je sais que je n'ai pas beaucoup de temps. Et si vous avez des questions plus spécifiques, vous pouvez me les poser après. Si je parle spécifiquement de ce qui s'est passé depuis le Covid, alors la Guyane a eu des épidémies qui n'ont pas été au même temps qu'en métropole. Actuellement, on est dans une épidémie et on a une population, comme je vous ai dit, d'à peu près 300 000 personnes. Tous les jours, on dépiste à peu près 200 personnes qui ont été dépistées pour le Covid. Depuis le début, donc il y a 1 an et demi presque, on a mis en place un couvre-feu qui n'a jamais été enlevé. Le mieux qu'on a pu avoir, c'était de pouvoir circuler à 23 heures, mais pendant les différentes périodes d'épidémie, de vagues, l'heure est actuellement c'est à 18 heures, et on a eu également pendant une certaine période 16h30 et quasi tout le week-end où on n'avait pas le droit de sortir. Donc, vous pouvez imaginer la catastrophe que ça emmène à certaines personnes qui font un travail de sexe et ou qui vivent dans la rue ou qui ont des travaux de précarité, des petits boulots. C'est très difficile. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant le Covid? Absence de petits boulots,
les enfants à la maison, monsieur et madame à la maison, qui fait que en fait, les stratégies d'évitement des femmes victimes étaient très, très difficiles de mettre en place et on était contacté par beaucoup plus de personnes qui vivaient déjà depuis longtemps avec la violence, mais qui n'arrivaient plus du tout à vivre avec parce qu'elles ne pouvaient pas sortir, monsieur ne pouvait pas sortir et tout était comme une cocotte-minute à l'intérieur de la maison. Accès très difficile à l'hébergement d'urgence ou temporaire. On faisait des tests pour pouvoir rentrer dans un hébergement et il y avait un blocage de place qui faisait que c'était extrêmement difficile. Les frontières étaient fermées, sont toujours fermées. Les barrages continuaient encore et même toute forme de circulation était extrêmement difficile. Les portes étaient fermées pour les administrations, les associations et le télétravail qui faisait que les personnes n'avaient très difficilement accès à les démarches. Et ça a été souvent, j'ai entendu pendant ces quelques jours, on a fait allusion à une dématérialisation qui a fait que c'était très difficile pour les personnes de continuer à faire valoir leurs droits. Également, il y avait beaucoup moins de personnes vivant avec le VIH qui nous ont contactés. Ils vivaient avec leurs difficultés, avec leurs souffrances. Et l'année dernière, par exemple, on n'a eu que 22 personnes qui ont consulté l'arbre fromager, or que les années précédentes, c'était à peu près 43 personnes. Par contre, il y avait plus de plaintes des femmes victimes de violences et plus de possibilités par notre structure de mettre les personnes à l'hôtel en urgence, mais pour un temps beaucoup plus long. Donc, par contre, il y avait des choses qui étaient positives avec ce qui s'est passé pendant le Covid, les avancées dans un sens. Alors, globalement, il y avait comme en métropole, dans les supermarchés, les associations qui se joignent avec les gendarmes pour informer la population des informations sur les droits des personnes victimes de violences. Également, les pharmacies étaient ouvertes pour avoir les premiers témoignages des personnes qui avaient besoin d'aide étant victimes de violences. Il y avait quand même plus de financement qui était débloqué par les décideurs et les financeurs. Alors, le Covid est venu tout de suite après le Grenelle sur les violences conjugales et déjà après le Grenelle, il y avait certains financements qui étaient débloqués et ça s'est suivi avec le Covid. Et il y avait une réactivité de la justice, beaucoup plus d'intérêt qui était montré par les politiques publiques. La déléguée des droits de femmes qui liaisait quotidiennement avec nous, mais avec les associations. Également, un travail beaucoup plus concerté avec un travail avec les associations qui allaient dans les quartiers pour informer les gens sur le Covid, mais également en profiter pour faire les informations sur le VIH et sur la violence conjugale. Donc, il y avait l'utilisation du téléphone par l'arbre fromager, surtout par les psychologues qui continuent dans le temps et on arrive à toucher beaucoup plus de personnes même qu'avant. Alors, les nouvelles technologies, on en a parlé déjà depuis 2 jours. Les Zoom, par exemple, a fait que le lien avec d'autres associations est donc beaucoup plus large, a pu être fait. Par exemple, il y a 3 semaines de ça, l'arbre fromager a fait un Zoom avec les médecins urgentistes sur une sensibilisation sur les violences conjugales et on a touché une centaine de médecins urgentistes, or que d'habitude on travaille avec 15 personnes à la fois à l'hôpital ici. Également, les formations des partenaires que nous faisons déjà, on arrive à faire mieux avec un travail en ligne.
Les programmes qu'on avait déjà commencé sur SSR ont pris une forme beaucoup plus globale, beaucoup plus large. Le travail du référent de violence, qui est un travail de mise en réseau sur toute la Guyane avec les partenaires pour offrir les informations aux femmes victimes de violences et une prise en charge, et encore plus dans les communes éloignées, a pris une forme vraiment très solide depuis le Covid et depuis les nouvelles technologies. Les stages pour les auteurs ont commencé, et également les programmes que nous offrons, qui est assez innovatif pour travailler avec les enfants qui sont co-victimes, avec un psychologue et un éducateur spécialisé qui est dédié à ce programme pour faire un travail avec les mères qui sont victimes, mais également les enfants qui ont été co-victimes, pour travailler tout ce qui s'est passé durant ce temps-là. Je m'arrête là parce que je pense que je n'ai pas de supplément de temps. Et si vous avez des questions, je serai preneuse. Donc, voilà les informations sur l'arbre fromager. Et je pourrais parler toute la journée, mais je pense qu'on me couperait le micro à un moment donné. Merci beaucoup. Leslie, on vous remercie en tout cas pour cette présentation qui est très, très complète. Et je suis assez hallucinée par tout le travail que vous faites, parce que je connais un peu le territoire guyanais et je sais que ce n'est pas toujours évident. Pour ce qui est des questions, on n'a plus beaucoup de temps, donc on va plutôt les garder pour la fin. Donc on va revenir dessus après que Marie ait pu faire sa présentation. Justement, comme Jean-Jacques et Leslie en ont parlé, la situation du confinement, du Covid a fortement impacté les publics les plus précaires, dont les travailleuses et les travailleurs du sexe. Marie Roland, vous êtes travailleuse du sexe, TDS, militante à Partage Droit Autonomie, qui est une association contre l'exclusion et la stigmatisation des travailleuses et travailleurs du sexe. Et vous êtes également membre de Parapluie Rouge, qui est une fédération nationale composée d'associations de santé communautaire et de TDS. Donc, merci Marie d'être aujourd'hui avec nous et à vous. Bonjour. Est-ce que déjà ça fonctionne? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez mon écran? Ça fonctionne pour le moment, donc on croise les doigts. Alors, bonjour, vous avez bien présenté la situation, donc je vais partir directement sur mon intervention. Donc moi, je vais vous parler aujourd'hui des violences systémiques auxquelles les communautés des travailleuses du sexe sont particulièrement exposées. Je vais dire plutôt les communautés, en fait, parce qu'il y a plein de types de personnes qui pratiquent le travail du sexe. Mais déjà, je vais donner un peu le contexte. Parce que peut-être que vous vous demandez en fait, de quoi on parle et de qui on parle. Donc, pour commencer, la définition du travail du sexe, c'est les activités économiques régulières ou occasionnelles qui consistent à vendre des prestations, des services sexuels en échange d'une rémunération. La rémunération, elle peut être de l'argent, mais pas forcément. Donc, évidemment, par travail du sexe, on entend prostitution, hein, le sexe réel tarifé, dans la rue, sur Internet ou dans les établissements, dans les pays où c'est légalisé et encadré. Mais on a aussi tous les gens qui sont acteurs et actrices porno, les personnes qui font de la vente de vidéos et de photos de charme, les camgirls, les stripteaseurs, stripteaseuses, les hôtesses de bar. Enfin, en tout cas, c'est le travail du sexe. Donc, le TDS, c'est un corps de métier qui est assez large. Mais on va plutôt aujourd'hui nous s'intéresser aux personnes qui exercent la prostitution. Au vu de l'aspect caché qui est stigmatisé et informel, le TDS est difficile à chiffrer, les profils sont difficiles à identifier, mais ce qu'on peut remarquer quand même dans les associations de terrain, c'est que la majorité des TDS sont des femmes et des minorités de genre, donc des femmes trans, des personnes non binaires, des hommes trans, et même si c'est minoritaire, il y a quand même un certain nombre d'hommes cisgenres, donc les HSH, comme on dit, hommes qui ont une sexualité avec d'autres hommes. Ça encore, c'est difficile à chiffrer, mais la majorité des TDS qui pratiquent la prostitution en France sont de nationalité étrangère. Alors, il y a des gens qui sont ressortissants de l'Union européenne ou pas.
en situation régulière ou pas. Voilà, c'est assez large. Après, au niveau des âges, il n'y a pas vraiment de réalité. Au niveau voilà, des origines sociales, pareil, c'est très compliqué à classifier de par l'aspect complètement caché de tout ça. Moi, je suis là aujourd'hui pour représenter la Fédération Parapluie Rouge. C'est anciennement le collectif Droit et Prostitution qui a été créé en 2002. Le parapluie rouge, c'est le symbole des luttes des TDS. Et donc, la Fédération Parapluie Rouge, elle regroupe les forces de la plupart des associations, groupes, collectifs de santé communautaire qui œuvrent par, pour et avec les TDS. Par communautaire, on entend que le personnel est composé de au moins un tiers de TDS, soit TDS actuels, soit ex-TDS. Au moins la moitié des porte-paroles sont TDS et au moins la moitié du conseil d'administration sont TDS. Et j'ai oublié de bouger mon slide. Voilà. Et bien évidemment, pour parler du contexte, il faut que je vous présente un peu le cadre légal en France aussi. Alors, tout d'abord, en 2003, il y a eu la loi sécurité intérieure qui est passée sous Sarkozy. C'est une loi qui pénalisait de plein fouet les TDS de rue, notamment, avec le fameux délit de racolage. Et à partir de 2016, il y a eu une nouvelle loi qui a inversé la charge pénale, c'est-à-dire que, en gros, nous, les travailleuses du sexe, on est considérées légalement comme des victimes, et ce qui est maintenant interdit, c'est l'achat de services sexuels. C'est ce qu'on appelle donc, nous, la loi pénalisation des clients, donc loi du 13 avril 2016. Donc ça, c'est le volet répressif, hein, le fait que les clients, maintenant, s'ils sont pris en flagrant délit d'aller voir des prostituées, ils peuvent avoir une amende de 700, je ne sais plus exactement le montant de cette amende. Et donc, dans cette loi de 2016, il y a aussi un volet social. Alors, je mets des gros guillemets, je vais vous expliquer pourquoi. En gros, l'État a mis en place un parcours de sortie. Alors, il y a déjà très peu de personnes qui ont accès à ce parcours de sortie. Et en gros, pour pouvoir y accéder, il faut s'engager à arrêter entièrement, totalement son activité prostitutionnelle en échange d'un titre de séjour et d'une allocation mensuelle de 334 €, ce qui est quand même un petit peu peanuts, comme on dit, pour vivre de manière digne. À toute cette loi nationale s'ajoute aussi un arsenal juridique local, donc par exemple des arrêtés municipaux ou préfectoraux. Dans certaines villes comme Lyon ou Toulouse, par exemple, il y a des arrêtés anti-stationnement qui ont été mis en place pour empêcher les personnes qui travaillent en camionnette de pouvoir être sur la voie publique. Donc les collègues se prennent des amendes, notamment. Et puis, il y a aussi des arrêtés municipaux qui luttent, par exemple, contre le tapage nocturne dans des rues où, historiquement, il y a toujours eu des prostituées qui travaillaient. Voilà. En plus donc, de cet aspect-là sur la prostitution en soi, il y a tout un attirail de lois sur le proxénétisme. Donc, le proxénétisme, c'est le fait de aider, assister ou protéger la prostitution d'autrui. Alors, on se rend bien compte que c'est assez vague. Donc, pour vous donner des exemples un peu concrets, si moi, par exemple, en tant que travailleuse du sexe, je loue un appartement avec des collègues à moi pour travailler ensemble, s'entraider et assurer nos sécurités mutuelles, eh ben, on peut être qualifié de proxénète de soutien. Moi, je suis locataire de mon appartement. Si mon propriétaire apprend que je travaille dans cet appartement et que je paye mon loyer avec cet argent, il peut m'expulser de mon appartement pour éviter d'être accusé de faire du proxénétisme hôtelier. Et encore plus fou, si moi, par exemple, j'achète un cadeau pour mon ami, et ben, ça fait de lui mon proxénète. Voilà. Donc, ça vous donne un peu une idée de les choses un peu bizarres qui se passent dans la loi française. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que la France, elle a une politique abolitionniste. Et en fait, le fait de se prostituer n'est pas illégal, parce qu'il y a des collègues, par exemple, qui déclarent leurs revenus, qui payent leurs impôts. Par contre, toutes les conditions d'exercice de notre métier sont illégales. Voilà. Est-ce que vous m'entendez toujours ? Oui, ouais. Tout à fait. Ah oui, ok, parce que je me dis, c'est hyper bizarre de parler face à mon PowerPoint. Donc, Alors, donc, comme vous pouvez vous en douter, nous, en tant que travailleuses du sexe, on subit de la stigmatisation, de l'exclusion. C'est ce que nous, on appelle la putophobie.
Donc, c'est tout ce qui est le mépris, la condescendance, voire la haine qui existe à l'encontre des travailleuses du sexe. On subit de plein fouet le stigmate de putain. Et d'ailleurs, ça, peut-être que j'en parlerai plus tard, mais nous, ce qui est important pour nous, c'est le principe d'autodétermination. C'est-à-dire qu'il y a des personnes travailleuses du sexe qui vont dire qu'elles sont putes. C'est l'idée de se réapproprier l'insulte. Il y a des personnes qui vont dire qu'elles sont courtisanes, qu'elles sont prostituées, qu'elles travaillent. Voilà, Et nous, on respecte le fait que chaque personne se nomme avec le terme qui lui convient. Et donc, au vu des profils que j'ai décrits plus tôt, les TDS subissent de la misogynie, de la transphobie, de l'homophobie, du racisme, du mépris de classe, également de la sérophobie, puisque les TDS ont historiquement toujours été accusés d'être vecteurs de maladies. On subit aussi de la violence étatique avec la répression policière, la discrimination administrative, évidemment des violences médicales aussi, et ce que j'appellerais de la violence symbolique dans le fait d'être peu, pas ou mal représenté, avec toutes les idées reçues qu'on a sur notre métier, et puis voilà, tout cet imaginaire collectif, ce que j'appellerais un peu le syndrome Pretty Woman, voilà, toutes les représentations des prostituées qui existent dans la culture populaire et pas que. Et globalement, le fait qu'on soit souvent exclu des autres milieux féministes, par exemple, ça, c'est quelque chose qu'on considère comme de la violence. Et donc, toutes ces oppressions-là que je viens de décrire, elles se manifestent par du harcèlement, la discrimination par l'État, par les clients, par le grand public, par les riverains aussi, pour les personnes qui travaillent dans la rue, par les professionnels de la santé, et aussi menaces, violences physiques, violences verbales, psychologiques, violences sexuelles, qui vont parfois jusqu'au meurtre, puisque dans les communautés de travailleuses du sexe, on déplore quand même un certain nombre de collègues qui ont été assassinés sur leur lieu de travail, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas qui ont été assassinés dans l'indifférence générale. Voilà. Les médias en France ne parlent absolument jamais de ce que nous on appelle des féminicides aussi, parce que c'est des féminicides. Voilà. Ce qu'on remarque, c'est que le cadre légal en France, il maintient le stigmate, les discriminations, les violences, et impacte très négativement les conditions de travail des collègues. Il y a une augmentation de la précarité, surtout pour les personnes qui travaillent dans la rue. Pour donner un exemple concret, le fait qu'il y ait une loi qui pénalise les clients a fait baisser le nombre de clients, donc ça a fait baisser les tarifs, ça fait baisser la marge de manœuvre, la marge de négociation qu'ont les TDS, et ça fait que, par exemple, il y a des collègues qui sont obligés d'accepter des rapports sans préservatif, puisque elles, en fait, elles ont toujours leur loyer à payer à la fin, et il faut toujours qu'elles mangent, donc elles sont obligées de travailler dans tous les cas, même s'il y a moins de clients, et que les clients qui restent ne sont pas forcément les plus respectueux. Et donc, comme il y a plus de rapports sans capote, forcément, logiquement, il y a une augmentation des contaminations VIH et des autres MST. Et comme on est en 2021, évidemment, on ne peut pas ne pas parler de la crise sanitaire. Sans surprise, il y a un peu comme ce que disaient les autres personnes avant. Nous, on subit une hausse de la précarité et des violences faites contre nous, parce que la communauté des TDS est déjà précarisée et fragilisée à la base. Donc pour nous, la pandémie, c'est une catastrophe absolue. Parce que déjà, d'une part, avec les restrictions, il y a beaucoup de TDS qui ont dû arrêter de travailler, donc qui n'ont plus aucun revenu, puisque la plupart ne sont pas, travaillent de manière clandestine, entre guillemets. Et puis même pour les personnes qui déclarent, ça reste quand même très compliqué. Et puis au-delà des histoires de confinement, de couvre-feu et tout ça, il y a l'exposition au virus qui fait peur à beaucoup d'entre nous, puisque c'est un peu compliqué de faire une passe avec des gestes barrières, comme vous pouvez vous en douter. Donc nous, depuis 1 an, là, on observe sur le terrain des TDS qui ont perdu leur logement, qui ne peuvent plus manger, qui ne peuvent pas se soigner. Enfin, voilà. Après, il y a un certain nombre de personnes aussi qui se sont mises au travail du sexe virtuel. Donc, par exemple, des personnes qui travaillaient en réel et qui maintenant travaillent en virtuel, comme Camgirl, par exemple. Mais c'est uniquement les plus privilégiés d'entre nous parce que ça nécessite un accès à Internet qui est stable, un lieu de vie stable, la maîtrise du français et puis une connaissance de l'usage d'Internet qu'ont pas forcément les collègues qui sont d'autres générations. Pour celles qui vont continuer à travailler malgré la pandémie, il y a encore moins de clients que d'habitude et encore plus de pratiques à risque. Il y a aussi le fait que les associations de santé communautaires ont souvent été contraintes d'arrêter les maraudes. Donc les maraudes et d'arrêter les distributions de préservatifs sur les lieux de prostitution.
On remarque aussi qu'il y a des personnes qui ont eu des difficultés pour accéder aux solutions de santé, comme la PrEP, la trithérapie, le traitement post-exposition et plus globalement les dépistages. Le fait de vivre en camionnette, par exemple, c'est un mode de vie qui est précaire et qui fait que c'est quand même plus compliqué voilà, de pouvoir prendre son traitement tous les jours à heure fixe et tout ça. Voilà. Il y a eu aussi de nombreux cas de personnes bloquées à des frontières qui ne pouvaient plus suivre leur traitement. Et puis, comme il y a moins de clients, les escortes, par exemple, donc les travailleuses du sexe qui travaillent sur Internet à domicile, chez elles ou chez les clients, elles font des déplacements plus longs et plus loin pour pouvoir travailler. Et donc, ça donne lieu à des interruptions de traitement et plus globalement, en fait, une précarité médicale, quoi. Et j'avais encore oublié de mettre mon slide. Excusez-moi, je vais y arriver. Voilà. Donc, on va essayer de finir sur quelque chose d'un petit peu moins négatif. Donc, les actions et les réactions des associations communautaires. Les associations notamment qui sont membres de la Fédération Parapluie Rouge. Je n'aurai pas le temps de toutes les lister, mais on est une dizaine à peu près. Une majorité sont à Paris, mais il y en a aussi à Toulouse, à Lyon, à Besançon. Du coup, nous, on est à Besançon, à Nantes. Voilà, il y a dans plusieurs villes, mais il y en a pas, ça ne couvre pas suffisamment le territoire. Donc, le travail de terrain des associations, c'est beaucoup des maraudes dans la rue, des maraudes numériques aussi pour aller à la rencontre des escortes qui sont souvent isolées parce qu'elles ne travaillent pas avec leurs collègues, contrairement aux personnes dans la rue. Il y a des distributions de matériel de santé sexuelle, donc préservatifs, gel lubrifiant, gel hydroalcoolique, ce genre de choses. De l'aide d'urgence alimentaire, des soutiens et des accompagnements sur les questions administratives, le fait aussi de proposer des cours de français. Les associations communautaires aussi souvent peuvent former les professionnels et les institutions pour accueillir les TDS de manière non jugeante, parce que ça c'est aussi un grand sujet. Enfin voilà, la stigmatisation elle est partout, donc en fait à partir du moment où les gens ne sont pas formés à accueillir ce public-là, c'est violent et c'est surtout très dissuasif aussi pour nous. En gros, les assos communautaires, on part du principe que les concernés, donc nous, on est les mieux placés pour exprimer nos propres besoins et nos revendications. On a besoin d'alliés, mais on n'a surtout pas besoin de personnes qui font des lois qui augmentent les violences contre nous au prétexte de nous sauver. Parce qu'il y a quand même toujours cette idée voilà, la prostitution, c'est soit des coupables, soit des victimes, et nous, on est contre ça. Nous, on dit, la question, c'est pas est-ce qu'on aime son travail ou pas, c'est surtout comment est-ce qu'on peut exercer son travail de manière à ce que ça soit le moins difficile et stigmatisé possible. Voilà. Il y a aussi dans l'action des associations de santé communautaire un travail de plaidoyer auprès des pouvoirs publics, auprès du gouvernement. Là, on a lancé un recours auprès de la Cour européenne des droits de l'homme pour demander l'abrogation de la loi de 2016, puisque après 5 ans de cette loi, on est quand même assez sûr maintenant que c'est une loi qui a fait augmenter les violences, donc forcément on est contre ça pour notre communauté. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur nos revendications, il y a le manifeste féministe pro-droit des TDS qui a été mis en ligne la semaine dernière, qui en tout cas, comme on est plein de personnes très différentes dans les milieux TDS, on n'est pas toutes exactement du même avis sur tout. Il y a aussi plein de questions. Voilà, il y a des gens qui subissent plus d'oppression systémique que d'autres. Il y a quand même un continuum de facteurs de vulnérabilité, quoi. Mais en tout cas, nous, on aimerait bien déjà être au moins entendus, si possible écoutés. Alors là, encore mieux prise en compte. Ça, ce serait vraiment super. On est globalement pour la dépénalisation totale du travail du sexe. On est pour laisser les travailleuses du sexe s'auto-organiser. On est pour le retour au droit commun. Il existe déjà des lois contre la traite humaine et le proxénétisme aggravé. Donc, on considère qu'il n'y a pas besoin d'ajouter des lois en fait, qui vont plus avoir tendance à empêcher l'empowerment, entre guillemets, et l'auto-organisation. Voilà. Donc, si les pouvoirs publics veulent vraiment nous sauver, qu'ils nous donnent les moyens et pas 35 € de tickets resto pour un an de pandémie. Et puis pareil pour la location du parcours de sortie à 334 € par mois, non cumulable avec d'autres aides sociales, on se sent un petit peu méprisé. Voilà. Et c'est la fin de ma présentation, donc je vous laisse. J'ai aucune idée du temps qui est passé et je ne trouve plus ma fenêtre Zoom.
C'est parfait, t'es pile dans les temps. Ouais, trop bien, j'avais bien Mais il n'y a préparé plus de temps pour les questions. Ah, ok. Merci Marie, effectivement, c'est vrai que la putophobie d'État tue plus que le Covid, il me semble. On n'aura jamais les chiffres, mais c'est assez malheureux et j'espère vraiment que la requête qui a été déposée au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme aura une fin qui est positive. Tu parlais des pouvoirs publics, ça me permet de passer à la dernière intervenante qui est Marie Véron. Marie, vous êtes chargée d'animation et de coordination du collectif Génération Féministe, qui regroupe plus de 50 associations françaises avec une approche dite inclusive, intersectionnelle et intergénérationnelle. Quel est votre avis sur en fait les violences basées sur le genre, mais également peut-être revenir sur les interventions de toutes les personnes qui sont juste passées avant? Oui, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci beaucoup à SIDAction de me recevoir ce soir et merci aux autres panélistes pour leurs interventions très enrichissantes sur la thématique très importante de violence, genre et VIH. Donc, comme ça vient d'être dit, moi, je vais avoir une approche un peu plus globale. Je vais commencer à partager mon écran. Est-ce que vous me confirmez que vous le voyez bien? Oui, c'est parfait. Super. Alors, du coup, aujourd'hui, je vais vous parler du Forum Génération Égalité. Peut-être pour remettre un peu en contexte, merci Maram de déjà avoir introduit un peu le collectif Génération Féministe, mais c'est une entité assez nouvelle, donc je vais revenir très brièvement sur qui nous sommes. En effet, nous sommes composés d'une cinquantaine d'associations françaises, dont SIDAction, et nous existons depuis à peine 2 ans. Et donc, c'est un collectif avec des associations vraiment très diverses, des petites associations de terrain, de bénévoles, mais aussi des grosses associations et des ONG. Et nous nous sommes donnés pour mission vraiment de développer une approche intersectionnelle, intergénérationnelle et inclusive. Car comme l'a mentionné Marie, le mouvement féministe français est parfois un peu divisé et certaines voix sont mises de côté, sont marginalisées. Donc nous, on a pris parti de vraiment donner la parole à tout le monde, renforcer ce mouvement intersectionnel. Et donc, on a notamment des associations de travailleurs et travailleuses du sexe dans notre collectif ou des associations de personnes trans, par exemple. Donc, notre objectif, c'est vraiment d'obtenir des pouvoirs publics des vraies politiques féministes et d'augmenter la participation vraiment significative des associations au sein des instances de décision, de ne pas simplement être consulté une fois que le projet est fini, mais bien de pouvoir apporter notre expertise de terrain, nos savoir-faire et donc de co-construire avec les pouvoirs publics des politiques vraiment féministes. Donc, on va partir d'un constat qui est celui que les violences basées sur le genre ou violences sexistes et sexuelles sont une pandémie de l'ombre. Donc, qu'est-ce que le terme pandémie de l'ombre? Ça a été utilisé par Antonio Guterres, qui est le secrétaire général de l'ONU pendant le premier confinement, donc au tout début de la pandémie de Covid, pour qualifier les violences basées sur le genre. Et donc, pourquoi on parle de pandémie de l'ombre? C'est que c'est vraiment un constat mondial. Dans tous les pays du monde, il y a des violences basées sur le genre, il n'y a aucune exception. Et il y a le chiffre affligeant qui est très souvent mis en avant, qu'une femme sur 3 est ou sera victime au cours de sa vie de violences sexistes ou sexuelles. Donc, c'est vraiment une pandémie aussi dans le sens où les États n'agissent pas ou n'agissent que très peu pour remédier à ce problème et que c'est donc un angle mort un peu des politiques publiques. Après, on peut remettre en question ce terme. Pourquoi parler de pandémie? Ce n'est pas une fatalité. C'est essentiel de rappeler que c'est avant tout le résultat d'un système patriarcal où on choisit délibérément de ne pas s'attaquer à ce problème qui pourrait tout à fait être remédié. Donc, je pense comme toutes les interventions précédentes l'ont très bien montré, avec le Covid, il a vraiment été mis en avant que les violences ont augmenté partout dans le monde, notamment du fait des confinements qui ont enfermé certaines personnes avec leurs agresseurs,
mais aussi des parcours beaucoup plus compliqués pour accéder à la contraception, aux moyens de protection, à l'avortement, et donc qui forcent par exemple des grossesses non désirées et qui vont entraîner énormément de complications dans les mois à venir. Donc ça, c'est une multitude de formes de violence, mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas juste lié à la pandémie et que les violences, elles existent de manière structurelle, systémique et permanente. Donc c'est vraiment un problème de fond permanent. Et ce qui se passe là, c'est qu'on vit un moment assez inquiétant parce que non seulement les États n'en font pas assez, mais ils sont même en train de régresser. Il se passe des choses assez graves au niveau international, de nombreuses crises humanitaires, politiques, qui font que certains États rétropédalent, enlèvent des droits, retirent des droits à disposer librement de son corps. Je pense par exemple à la Turquie qui vient de sortir de la Convention d'Istanbul, ce qui est un événement très, très marquant puisque c'était une convention vraiment très progressiste qui allait dans le bon sens pour forcer les États à prendre des vraies mesures et à vraiment s'engager pour protéger les corps de chacun, chacune. Donc, face à ce constat assez inquiétant, au sein du collectif, nous, on a identifié une opportunité qui est le Forum Génération Égalité. Donc, ce Forum Génération Égalité, c'est un forum qui a été proposé par ONU Femmes et qui va être co-présidé par le Mexique et la France, donc qui aura lieu à Paris d'ici quelques jours, du 30 juin au 2 juillet. Et c'est un événement assez historique puisque la dernière conférence sur les droits des femmes avait eu lieu à Beijing en 1995. Donc aujourd'hui, on regarde cette conférence vraiment avec beaucoup d'envie parce que les féministes de l'époque avaient réussi un exploit car les États avaient proclamé le droit à chacun, chacune de disposer librement de son corps. Et sauf qu'il s'est passé depuis 26 ans sans conférence internationale de haut niveau sur la question, et 26 ans où, au final, cet engagement à disposer de son corps est resté lettre morte pour beaucoup d'États. Et ce qu'on a remarqué, c'est vraiment qu'il y avait une volonté de ne pas progresser. Donc là, on voit cette fenêtre ouverte comme une occasion ou jamais, parce qu'on ne peut pas encore attendre 25 ans avant d'obtenir des progrès. Et le format du Forum Génération Égalité est assez innovant, intéressant, puisqu'il se base vraiment sur des coalitions d'action d'acteurs et d'actrices qui sont disposées, qui sont vraiment partantes pour progresser. Et donc, on attend énormément d'engagement. Il y a 6 coalitions d'action, dont une sur les violences basées sur le genre et une autre sur les droits sexuels et reproductifs, dont le planning pour lequel je travaille est d'ailleurs un des partenaires. Et ce qu'on espère, c'est voir vraiment une synergie qui va se faire entre toutes ces coalitions d'action, puisque l'égalité de genre, voilà, ça a de multiples facettes, comme on a dit en introduction. Les violences, elles sont présentes vraiment sur tous les secteurs, que ce soit économique, voilà, droit, santé. Et donc, c'est très important que les coalitions entre elles interagissent, notamment si on prend la thématique des violences. On peut penser à l'éducation complète à la sexualité qui va permettre de faire énormément de progrès en termes de consentement, de droit à disposer de son corps, et donc qui interagit directement avec la coalition sur les droits et la santé reproductive et sexuelle. Donc c'est vraiment un temps fort qui marque une occasion assez unique. Et donc notre collectif, face à ça, on a décidé d'organiser une campagne mondiale qui s'appelle Stop Talking, Start Funding. Donc notre campagne mondiale, elle est basée sur un travail qu'on a fait non seulement au sein du collectif, avec nous toutes, mais également avec une multitude de réseaux féministes dans le monde entier. On s'est concerté, on a réfléchi et on s'est dit les violences, c'est un problème partout. On y est toutes et tous confrontés. Et est-ce que, malgré leur diversité, est-ce qu'il y a des choses qu'on constate qui sont vraies pour toutes les associations féministes, des choses où on a besoin vraiment internationalement? Et donc, bien évidemment, la question des financements en est ressortie. Les chiffres sont vraiment très inquiétants. Les associations féministes disposent de budgets vraiment très, très faibles. Et à titre de comparaison, par exemple, entre 2013 et 2017,
les mouvements anti-genre ont été financés 3 fois plus que les mouvements LGBTQI+. Donc, c'est se demander où est la priorité des États et comment ils dépensent leur argent. Donc, on est arrivé à la conclusion qu'on demanderait à minima 0,1% du PIB dans la lutte contre les violences. Donc, chaque État devrait investir massivement. 0,1, c'est un chiffre qui semble dérisoire, qui ne correspond vraiment à pas grand-chose. Mais ce qui apparaît, c'est qu'en fait, très peu d'États accordent déjà ces 0,1. Même aucun État presque ne dépense autant d'argent dans la lutte contre les violences. L'autre priorité qui est apparue commune à tous les réseaux qu'on a consultés, c'est vraiment renforcer l'accompagnement des victimes dans leur parcours et renforcer l'accès à la justice. Donc, investir, former, accompagner, apprendre à écouter, c'est vraiment des choses qui ne s'improvisent pas et qui manquent cruellement. Donc, à partir de ça, on a créé un site d'interpellation. Donc, vous pouvez aller, si vous tapez stoptalkingstartfunding.org, vous allez trouver le site où c'est possible d'interpeller chaque leader du pays pour lui demander d'investir plus d'argent dans la lutte contre les violences. Et on va organiser un tour du monde féministe, puisque cette année, la grande thématique, c'est les Zooms. On va partir du coup de France et virtuellement, on va faire le tour du monde. On va donner la voix à de multiples mouvements féministes partout dans le monde pour créer un peu un élan de sororité, d'adelphité et de permettre ensemble d'unir nos voix, parce que les féministes parlent depuis des années et les États n'agissent pas. Donc, on va encore donner de l'énergie pour faire en sorte que le Forum Génération Égalité ne soit pas un événement loupé. Et vis-à-vis de ça, on aura des attentes toutes particulières vis-à-vis de la France. Donc la France qui est non seulement pays organisateur, mais qui s'est aussi portée championne de la coalition d'action sur les droits sexuels et reproductifs. Donc on a vraiment des doubles attentes, puisque comme vous le savez sans doute, l'égalité femmes-hommes a été proclamée grande cause du quinquennat, et il suffira plus que des paroles, il faudra vraiment des investissements, mettre l'argent sur la table, car les violences ne vont pas juste disparaître avec des beaux discours. Donc peut-être en mot de conclusion, je vous invite, si vous êtes disponible, à vous joindre à nous les 23 et 24 juin prochains, et vraiment à attendre que les États prennent leurs responsabilités. Merci. Merci beaucoup, Marie, pour cette présentation qui est très, très, très claire. Je pense que j'avais vu aussi sur le site de l'événement féministe qu'il était écrit, selon le Global Gender Gap Report, qu'un siècle serait nécessaire pour atteindre l'égalité femmes-hommes dans le monde. Ce qui est quand même très, très choquant. Donc, j'espère que les retombées ne seront pas aussi pessimistes qu'en tout cas ce qui est pressenti. Du coup, je vais devoir revenir vers Leslie parce qu'il nous reste très, très peu de temps pour lui poser la question qu'on a reçue dans le chat. Donc, Leslie, la question portait sur les synergies qu'il y avait dans le milieu associatif guyanais, les synergies qu'il peut y avoir entre les associations justement de défense des droits des minorités de genre et des minorités sexuelles et d'autres associations. Je pense que vous avez parlé des formations que vous donniez aux médecins, il me semble, aux médecins urgentistes, mais est-ce qu'il y a d'autres synergies avec d'autres associations? Je ne sais pas, voilà, je vous laisse répondre. Alors, si on parle spécifiquement de la Guyane, il y a très, très peu d'associations spécialisées dans la lutte contre la violence faite aux femmes. Nous travaillons étroitement avec deux associations, 973 AVIP et AGAV. AGAV qui vient de prendre en charge le fonctionnement du CDFF qui était en veille pendant 3-4 ans. Donc, ces deux associations donnent l'information juridique, ce que nous faisons par nous, parce que nous, comme vous avez compris, c'est surtout l'accompagnement
psychosociale et administrative et l'empowerment. Donc, en fait, c'est surtout ces 3 associations qui travaillent ensemble en Guyane. Sinon, comme je vous ai dit, avec le référent violence, on essaie de faire en sorte de mettre en place les formations, les sensibilisations de toutes professionnelles, mais toutes personnes qui travaillent dans les différents bassins, c'est-à-dire même les chefs coutumiers, les femmes relais. Donc, on est financé par l'ARS pour former tous les soignants et toute personne qui travaille dans le soin. Et notre action que je vous ai déjà mentionnée sur le SSR, on travaille beaucoup, de plus en plus, avec les professeurs et les jeunes majeurs. Donc, on essaie d'étendre ça aussi globalement que possible. Avec le métropole, on avait la possibilité, moi personnellement, pendant le Grenelle, de travailler sur le groupe justice avec le ministère de la Justice et on y inclut dans différentes actions de changement de loi et de plaidoirie, donc nationalement. Donc, on est en train d'étudier éventuellement la possibilité de rentrer dans une fédération de femmes et voilà. Donc, je pense que j'ai répondu à votre question. Merci beaucoup, Leslie. On a également une autre question, mais qui sera plutôt dirigée vers Cécile, du coup, sur en fait les actions de SIDAction par rapport à la lutte contre les violences basées sur le genre. Cécile, dont j'ai totalement erroné le titre d'ailleurs, excuse-moi pour ça. C'est pas très grave. Vous m'entendez? Oui, tout à fait. Ouais. Oui, effectivement, je suis responsable de programme tout court, mais sans attribution spécifique dans le titre sur la question des minorités sexuelles et de genre actuellement. Enfin, c'est mon domaine de spécialité de départ, mais ce n'est pas le titre de ma fonction. Bref, donc oui, je vais répondre à la question qui nous a été adressée en amont concernant l'intervention de SIDAction sur la question des violences basées sur le genre. Alors en fait, Maram, tu l'as abordé en introduction. On s'est attaché les services et la compétence d'une consultante qui s'appelle Aurélie Phillips pour travailler sur des formations avec différentes associations des pays dits du Sud, en particulier Cameroun et Maroc. Donc, on a travaillé avec des staffs associatifs sur la formation sur la prévention et la prise en charge des violences basées sur le genre. Et puis, on a édité à l'issue de ces formations un guide rédigé par Aurélie et coordonné par moi-même, qui s'intéresse à ces enjeux de lutte contre les violences basées sur le genre. Il est plutôt à destination des acteurs du Sud, mais il a quand même son intérêt parce qu'il pose des grands principes d'action dans le domaine, notamment de la prise en charge. Et voilà, donc j'ai demandé à Farah, qui travaille pour l'agence Bison, de mettre le lien vers le guide dans le chat. Je ne sais pas s'il est passé. Si jamais ce n'est pas le cas, vous pourrez revenir vers moi, vers l'équipe de SIDAction pour obtenir le guide et on vous le transmettra volontiers. Donc ça concerne plutôt une intervention avec les partenaires dans les associations africaines. Pour ce qui est de la France, on a été un petit peu moins proactif, on va dire. Il y a une problématique lutte contre les violences basées sur le genre qui est devenue de plus en plus saillante chez nos partenaires, en particulier qui ont pour cible une population migrante. Voilà, il y a 3-4 ans à peu près, il y a eu une arrivée massive de personnes passées par la Libye, notamment, et qui avaient été confrontées dans leur parcours de migration à des violences, et donc des associations qui se sont trouvées un petit peu démunies sur la réponse à apporter aux personnes confrontées à ces situations. Donc il y a des associations qui se sont mises en réseau avec des professionnels, des associations partenaires de SIDAction, des associations spécialistes de la santé et de la prise en charge du VIH. Il y a notamment une réunion qui a eu lieu dans le cadre du COREVI Île-de-France-Ouest sur la question des VBG,
Donc, il y a un mouvement qui s'est mis en place, hein, plutôt dans ce réseau associatif là, donc j'ai parlé d'associations santé migrants. Mais il y a encore un travail de structuration, de mise en lien à faire qui est important. On doit déjà affiner le diagnostic pour voir quel rôle SIDAction on pourrait jouer à l'avenir sur cette question-là. Voilà, et je m'arrête là et je relaisse la parole à Maram parce que j'étais déjà un petit peu longue. Merci beaucoup Cécile, merci beaucoup à toutes nos intervenantes et nos intervenants aujourd'hui sur ce sujet qui est passionnant. Et comme dit Leslie, on aurait pu parler mais toute une journée, voire toute une semaine. Il nous reste quand même 5 minutes, Maram, si tu veux. On peut quand même prendre une question qui était arrivée pour Marie Véron. Allons-y. Du coup, je prends la main, excuse-moi. Vas-y. Mais comme je vois qu'il reste 5 minutes, ce serait dommage de passer outre. Alors Marie, il y avait une question sur quelles sont les spécificités dans la lutte contre les VBG et les problématiques saillantes observées au niveau français par rapport à d'autres pays. Est-ce que tu peux nous en dire plus et éventuellement aussi une deuxième question qui avait surgi au sujet des leviers d'action des États. Oui, merci. Bon, je vais essayer d'être très courte pour répondre le plus brièvement possible. Donc, comme je l'ai dit, il n'y a vraiment aucun pays qui est épargné par la question des violences et la France prend peut-être beaucoup de prises de parole à l'international, mais on attend un engagement très fort au niveau français. Il y a notamment eu un Grenelle il y a un an qui... Voilà, le bilan est vraiment plus qu'à demi-teinte. Les engagements n'ont pas encore été activés et on attend crucialement une mise en place, un déblocage des budgets, un déblocage des centres d'hébergement d'urgence. Il y a en France, par exemple, les chiffres, pour rappel, il y a 250 viols ou tentatives de viol par jour au niveau français. Voilà, c'est des chiffres toujours approximatifs. On essaye de se faire des idées, mais c'est très compliqué. Et donc, peut-être vraiment la question des financements, l'État français est très en retard, a besoin d'investir beaucoup plus sur ce sujet. On pourrait aussi parler de l'éducation complète à la sexualité, parce que cette année, on va fêter les 20 ans de la loi qui devait instaurer 3 cours d'éducation complète à la sexualité par an tout le long du parcours scolaire des enfants. Et il a été montré récemment dans une étude du HCE qu'on était plutôt en réalité à 2 séances sur l'ensemble de la scolarité. Donc, on a encore énormément de lacunes en termes d'éducation. C'est important. Et là aussi, en fait, c'est directement lié au financement. Si on n'investit pas, si on ne met pas d'argent, les associations n'ont pas le temps, n'ont pas les ressources, les moyens pour intervenir dans les classes. Or, on sait bien qu'il y a énormément d'enjeux qui se jouent dès la petite enfance et que des représentations basées sur le genre s'incrustent vraiment dès le plus jeune âge. Donc, il nous faut vraiment intervenir là-dessus. Et très rapidement, pour répondre à la deuxième question donc sur les leviers d'action des États, en fait, c'est qu'on attend là, le FGE, c'est un processus qui va se faire sur 5 ans. Donc, il y a la possibilité de s'engager en tant que champion, en tant que porteur d'engagement, que ce soit les États ou les associations. Et donc, pendant 5 ans, vraiment d'essayer de remédier à tous les problèmes identifiés par les acteurs multipartenariats, des acteurs qui sont présents sur le FGE et de prendre vraiment des mesures concrètes pour des multitudes de sujets. Mais je pense que le mot-clé de conclusion, ce sera vraiment financement et financement. Sans argent, il n'y aura pas beaucoup de changements. Merci beaucoup Marie, je pense que vous avez tout dit en fait par là, que sans le financement, les activités de la société civile ne peuvent tout simplement pas se faire de manière correcte. Je reviens juste sur Marie Roland, je ne vous ai pas posé de questions parce qu'on n'en a pas eu tellement, votre présentation était complète, donc voilà. Pour conclure, le temps était assez court, donc on n'a pas pu parler de
plein de spécificités dont on aurait pu parler, les minorités de genre dans le milieu des prisons, les personnes qui vivent avec un handicap également, l'impact psychologique que peut vivre une personne qui vit déjà avec le VIH ou le SIDA. Donc, comme Marie Véron l'a dit très exactement, les violences basées sur le genre sont structurelles, systémiques et permanentes. Et en fait, pour éradiquer ces violences-là, il faut absolument que ça passe par des politiques publiques qui sont concrètes, dont la dépénalisation de l'homosexualité sur certains territoires anciennement coloniaux. Également un renforcement du pouvoir économique des minorités sexuelles et des minorités de genre, notamment sur les territoires ultramarins. L'évolution des normes, donc tout ce qui est cis-hétéronormativité et la putophobie, bien évidemment, et également la question financière, dont on n'a pas tant parlé que ça aujourd'hui, mais qui est quand même essentiel. Le support des pouvoirs publics doit pouvoir passer par le porte-monnaie, et c'est là en fait que ça pêche. Donc du coup c'est bien là qu'est le problème. Donc voilà, on vous remercie en tout cas, toutes les intervenantes et intervenants. Je remercie également Cécile, donc, qui a fait la modération avec moi et qui a pu gérer toutes les questions, et également l'agence Bison qui a pu aider à la technique. Et puis, je vous confirme aussi pour les personnes qui nous regardent ce soir que que le replay sera disponible dès ce soir et sera normalement visionnable sur le site de la Convention pour une durée d'un mois, il me semble. Donc, merci à toutes et à tous. Et puis, la convention continue, il me semble, jusqu'à demain. Donc, n'hésitez pas à regarder les prochaines conférences et les prochaines thématiques qui vont être discutées dans le jour qui vient. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. Au revoir.